Bonjour à tous, on est heureux de vous avoir ce soir avec nous dans cette émission Zigzag, émission consacrée à la politique ce soir, puisque bien entendu cette semaine, on arrive à cet événement, on arrive à ce que on attend depuis très très longtemps, en tout cas grand nombre de personnes attendent depuis quelques temps, c'est-à-dire ce 10 juin où il y aura les élections européennes. Alors pour ça, j'ai avec moi des personnes ou des personnalités aussi. Tout d'abord Jean-Noël Waro qui est avec moi aussi. Comment ça va Jean-Noël ? Très très bien, merci Jean-Claude. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Tu n'es pas venu tout seul parce que tu es venu accompagné aussi de Didier Waro ici avec nous. Alors bonjour à tous, bonjour Zigzag, bonjour Canal Austral. Didier, toi tu es porte-parole du RN, du Rassemblement National. Voilà, tout à fait, je suis le porte-parole. Voilà, et Jean-Noël Waro est toujours du RN. Alors il ne faut pas confondre RN et ensuite avec l'ancien... je ne sais pas s'il faut dire l'ancien, mais en tout cas, il y avait le père et maintenant il y a la fille. Voilà. Et donc il ne faut pas confondre. Il y a des gens qui confondent, d'après toi, ça, un petit peu. Ça peut porter préjudice. Ouais. Front National et Rassemblement National, ce n'est pas la même chose. Deux choses distinctes, un c'est le passé et un c'est le présent. Voilà. Mais dans la tête d'un plus grand nombre, il y a toujours encore cette confusion-là. Malheureusement, parce que les gens disent un peu n'importe quoi sans réfléchir. Et c'est important d'écouter pour pouvoir transmettre des messages. Hein? Ouais. C'est l'évidence même. Et puis certaines personnes permettent de dire des choses sans réfléchir. Et là, ça fait réagir. Hein? Si vous voulez là aujourd'hui avec nous, mais permettez-moi de cause créole avec vous parce que nous à La Réunion. Bien La sûr. Réunion fait partie de ce qu'on appelle des ultramarins. On est à peu près 4%, 4,2% exactement de la population française qui font partie des ultramarins et La Réunion est 1,4% de Français ultramarins. On compte, je ne sais pas, pour du beurre, en tout cas, on compte pour quelque chose, parce que même ici à La Réunion, nos politiques font attention à nous, nos politiques qui sont installés en métropole, là-bas, font attention à nous, parce qu'on compte en même quelque part un petit peu dans ce vote qui va être en fin de semaine, là. Et si tu es ici, c'est pour nous parler aussi de ton engagement. Et cet engagement-là passe par quelquefois quelques revendications quand même. Obligatoirement. Alors là, aujourd'hui, on est ici présent en tant que RN, Didier et moi. C'est pour un droit de parole, une réponse à des propos énumérés, pas méchamment, mais on aurait remettre les pendules à l'heure, à savoir Madame Huguette Bello, présidente de région, quelqu'un de très important à La Réunion, et Michel Mergoz ont dit d'une façon des choses sur l'URM qu'on n'a pas aimé, à savoir le responsable tête de liste aux élections européennes, à savoir Jordan Bardella, qui disait que ce jeune homme faisait partie du Front National, un parti de l'extrême droite, et que en plus, qu'il n'avait aucun programme pour les législatives européennes. Et je rajoute, Michel Vergot a ajouté en disant que c'est dommage que Marine Le Pen a trouvé que comme ami le président russe Poutine. C'est malheureux. Donc c'est pour ça que nous sommes là, pour remettre un petit peu les choses claires, pour qu'on puisse s'exprimer, pour dire ce qu'il en est exactement. Bien sûr, je ne suis pas avocat comme notre ami Jean-Jacques Morel, qu'on a aussi cette semaine aussi, mais qui lui est avocat. Et moi, je me fais un petit peu l'avocat du diable là-dedans. C'est un petit peu péjoratif ou un petit peu burlesque, je vais dire, mais quand même, le RN, c'est un petit peu aussi l'extrême droite, ça ou pas du tout? Je vais laisser Didier de répondre parce que c'est à lui de répondre un peu mieux que moi. Parce que Didier, un porte-parole du Rassemblement National à La Réunion. Est-ce que le Rassemblement National fait partie de la droite censée? Mais est-ce qu'il fait partie aussi d'une extrême droite? Alors, le mot extrême, pour moi, c'est faire du mal au peuple. Rappelons-nous... Les extrémistes. Il y a 5 ans, voire 6 ans, il y a eu les Gilets jaunes. Combien de personnes qui ont revendiqué leurs droits ont été éborgnées par le gouvernement actuel? Pour moi, le seul extrémisme actuellement, c'est l'équipe de Macron. Ouais. Donc, oui, on sait bien que dans la politique, en tout cas à l'Assemblée nationale, on a
au milieu ceux qui ne sont ni droite ni gauche, qui sont sans étiquette. À droite, on a la droite, à gauche de l'Assemblée, on a la gauche, et puis à l'extrême, c'est-à-dire que quand tu vas au cinéma, là, généralement, tu ne veux pas t'asseoir dans l'extrême droite ou à l'extrême gauche, parce que c'est là où on voit moins le film. C'est vrai, c'est vrai. Et dans l'Assemblée nationale, il existe les extrêmes droites et les extrêmes droites. On ne va rien inventer. On va pas inventer quelque chose qui existe déjà. C'est un positionnement. Alors, c'est un positionnement qu'on nous a donné, Oui. mais comme on dit, on va regarder un petit peu les programmes. Pratiquement toutes les équipes ont plus ou moins les mêmes idées, pas à 100%, mais à 60%, il y a toujours les mêmes idées qui sont énumérées. Dire que... alors, je fais l'avocat du diable également. Pendant les présidentielles, on disait que notre programme était à 75 voire 80% le même que celui de Macron. Donc, encore une fois, on n'est pas les seuls extrémistes. Maintenant, faire de la politique, c'est avoir ses idées... à droite, à Vous gauche. Vous considérez vraiment que votre programme est complètement différent de celui de la majorité présidentielle? Non, il y a des idées qui sont pas loin d'être les mêmes. Y a pas de, on n'est pas d'accord à 100%. On est d'accord à 50% parce que on peut pas dire à chaque fois que quelqu'un fait la politique tout est mauvais. Moi, je suis contre ça. Il y a des choses qui sont bien et il y a beaucoup de choses qui sont moins bien. Il faut savoir le dire également. Quand c'est bien, il faut le dire. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous, le ORN, quand on voit qu'une idée elle est bonne, que ce soit de l'extrême gauche, de la France insoumise, que ce soit des macronismes, on le vote. Quand c'est bon pour le peuple, on le vote. On ne cherche pas à savoir qui a donné l'idée. On le vote, d'accord, Didier Waro. C'est que aujourd'hui, on sait bien que le RN n'a jamais gouverné quand même. Et bien justement, n'a jamais gouverné. Et c'est ce qui fait que actuellement les gens. Aujourd'hui, les gens vont dire que je vote RN alors que le RN n'a jamais été présent sur la scène politique. Justement, ce que les gens se disent, c'est qu'on a donné la droite, la gauche pendant 50 ans, ils nous ont gouverné, ça n'a jamais fonctionné. Alors les gens se disent, ben, pourquoi pas donner la chance à l'extrême droite? Après, on fera un mandat. Et à partir de ça, on pourra nous faire un procès d'intérêt. Mais tant qu'on n'a pas été en place, on ne peut pas dire qu'on est mauvais parce qu'on n'a jamais été en place. Donnez-nous notre chance et on vous montrera. Avec le RN, c'est le grand changement. Tout à fait. Ou comme disait un autre, là, le grand remplacement. Non, c'est un grand changement parce que, encore une fois, on a été manipulé par la droite, par la gauche. Macron, qui se disait être avec tout le monde, on a compris que c'est un grand extrémiste. Et aujourd'hui, les gens ont moins peur de voter pour l'extrême droite, comme ils le disent, parce qu'on nous a diabolisés et on a bien compris qu'il n'y a pas de racisme chez nous. En tout cas, avec Marine Le Pen, il n'y a pas de racisme. On est aimé à La Réunion, on fait des super scores. À Mayotte, on fait des scores encore plus terribles. Il faut se poser la question pourquoi. Alors, Jean-Noël Waro, je vais arriver avec toi dans un petit instant, là, mais actuellement, dans les sondages, le RN est à 37%. Alors 34%. Il était 37%, il a descendu un petit peu, alors que la majorité présidentielle était à 15-16%. Est-ce que le vote du RN, c'est pas un vote un peu par défaut? Non, je pense pas, parce que les gens écoutent et entendent. Vous savez, depuis des années, on raconte ce qu'il faut faire pour l'économie, c'est ça, mais il n'y a pas vraiment de projet vraiment viable. Et nous, on est pragmatique. On se dit qu'effectivement, concernant là, les élections européennes, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester dans l'Europe? Est-ce qu'il faut sortir? Il faut peser le pour et le contre. Et nous, vous savez, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Et pourtant, nous, moi, RN, la tête de RN, Marine Le Pen, pensait que c'était intéressant pour nous de quitter l'Europe. Mais après avoir réfléchi, on s'est dit, on y aura beaucoup à perdre. Et on a changé notre fusil d'épaule. Mais par contre, on garde la même ligne de conduite. Qu'est-ce qu'on va faire si on reste dans l'Europe? Par contre, on reste dans l'Europe, mais on renégocie les accords. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant si toutes les compétences de la France sont transférées à Strasbourg, le gouvernement au siège? Parce que l'Europe a des compétences que la France lui-même n'en a pas. On parle de l'Europe parce qu'on parle de l'agriculture, on parle des grands projets, on parle de l'écologie, on parle de la recherche, on parle de la planète avec l'Europe. Je parle d'un sujet sensible, l'immigration. L'immigration. L'Europe nous impose un taux migratoire de certains pourcentages pour recevoir les immigrés. Mais nous, ce qu'on souhaite, on souhaite choisir les immigrés, leur nombre, pouvoir identifier le quantitatif, combien qu'on va payer. Et c'est le contribuable français qui paye. Donc on s'est dit, nous, pour expliquer un peu l'immigration, donc on stoppe l'immigration, on remet nos barrières frontières en place, on contrôle l'immigration et on participe toujours à la coopération internationale. Et
à travers remettre les douanes françaises en place, on va contrôler l'intégriste, on va contrôler les douanes à travers la contrefaçon, on va contrôler aussi un petit peu les gens qui veulent importer des drogues en grande quantité. Donc, et puis on aura une sécurité intérieure. C'est important, on pourra se concentrer sur nous, sur notre économie, et pas faire de l'évasion fiscale, des pertes de produits de contrefaçon, par exemple. Bien sûr, Didier Warhol, le RN est vraiment lié, intrinsèquement lié à cette problématique de l'immigration. Là, c'est quelque chose qui touche à cœur au Rassemblement national, quand même. Alors, évidemment. Alors, quand on prend le projet à l'inverse, quand on regarde par exemple les États-Unis, le Québec, l'Australie, ils accueillent des gens qu'ils ont choisi d'accueillir. Je m'explique, c'est-à-dire que si tu ne m'apportes pas de la richesse à mon pays, tu ne viens pas. Donc nous, on a une porte ouverte à tout le monde, et le problème est que, comme je dis toujours en bon père de famille, je donne toujours à manger à mes enfants, s'il en reste, j'en donne aux autres. Le Français ne comprend pas pourquoi nous on n'a pas et on donne aux autres. Il est là le problème. On a travaillé 42 ans, 45 ans pour avoir une retraite, on n'arrive pas à s'en sortir, mais les gens qui arrivent, on leur donne tout. Comment expliquer ça au contribuable qui a sué, qui a donné toute sa vie pour s'en sortir et qui n'arrive pas? Il est là le problème, c'est qu'on n'est pas contre d'accueillir... Un problème européen, un problème de l'Union européenne. Un problème de l'Union européenne. On n'est pas contre d'accueillir les étrangers, mais on veut d'abord pouvoir donner à manger dignement et honnêtement à notre propre famille. C'est pas être racisme de vouloir nourrir sa famille en priorité avant de donner aux autres, parce qu'on n'est pas contre de donner aux autres, mais il faut déjà qu'on a pour nous. Et c'est vrai que quand on prend ce problème-là, on se dit oui, les États-Unis, le Québec, le Canada, l'Australie, le Qatar, même les pays arabes, ils n'accueillent pas n'importe qui chez eux. C'est-à-dire que tu viens chez eux, oui, si tu as une richesse à apporter, et pas le contraire. Ouais, mais ils n'ont pas ce phénomène que nous, on a en Europe, c'est-à-dire que ce rassemblement de plusieurs pays qui vont faire que demain, s'il y a la guerre contre tel ou tel pays, on ne sera pas seul quand même. On aura l'Europe avec nous. C'est ça tout l'Europe. C'est ça qu'il faut que, par exemple, la France dépense énormément d'argent et en reçoit très peu. On se pose la question, mais la France, c'est quoi? Il est con ou quoi, cette France-là? Mais non, mais c'est parce que c'est en fait rallier tout le monde pour faire en sorte qu'ensemble, on est plus fort. Le problème de cet ensemble où on est plus fort, c'est que ça a aussi son côté un petit peu malsain. Je vais parler là quand même de ce libre-échange qu'on a à travers l'Europe. L'Europe fait partie d'un certain nombre de pays dans lequel le pouvoir d'achat est complètement différent, et non pas seulement le pouvoir d'achat, mais en tout cas le salaire de quelqu'un qui est européen, donc un Français qui en moyenne touche 1400 à 1800 euros, qui a un SMIC moyen en France, alors que dans des pays de l'autre côté où le salaire moyen est à 300 ou à 400 euros. Donc ces personnes-là qui produisent aussi des choses, ils le vendent en France beaucoup moins cher que les Français eux-mêmes. Je ne veux pas parler des champignons de Paris qui n'appartiennent plus à Paris, mais qui appartiennent à d'autres pays de la zone et qui sont vraiment 50% moins chers. Que ça crée un problème. Ça crée ce problème qu'on a connu dernièrement avec les agriculteurs, et tout ça. Ce problème de libre-échange là, c'est quand même un gros problème où il faut absolument régler, parce que l'Europe est bien, mais l'Europe a aussi ses défaillances, et ces défaillances passent par ça. Et alors justement, le problème de l'Europe, comme on disait tout à l'heure, on voulait en sortir, on a changé de fusil d'épaule, comme le disait mon collègue. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que l'Europe, elle est très très bien, sauf qu'elle est mal gérée. C'est-à-dire que ce soit Macron avec ses alliés, Ursula von der Leyen, qui gère l'Europe n'importe comment, on a une puissance économique énorme, mais elle est mal gérée, elle est gérée au profit des plus riches. Et c'est pas normal. C'est-à-dire que on a supprimé l'ISF, alors que on sait très bien qu'il y avait 3 classes moyennes. Enfin, il y avait la classe d'en bas, comme je dis toujours, la classe moyenne et les très riches. Maintenant, il n'y a plus que 3 classes, il n'y en a que 2. C'est-à-dire que la classe moyenne, on les a tellement tirés sur eux qu'ils sont plus là. Il y a que les pauvres. Voilà, on a les très riches. On revient comme au Moyen-Âge. On a les très riches et les très pauvres. Et il est là le problème. Aujourd'hui, il faut vraiment remettre de l'équité et remettre déjà cet impôt sur les grosses fortunes pour que les moyennes classes et les plus petits arrivent à se dire c'est normal, il y a plus d'équité, parce que à la base, l'Europe, c'était inéquité. On n'a pas d'équité. Nos agriculteurs, ils ont des normes énormes en France à respecter, les autres non. Comment voulez-vous qu'on produise nous-mêmes en France et on est plus cher que tout le monde? Mais c'est normal. On nous donne trop de
d'atouts négatifs pour pouvoir s'en sortir. Nous, ce qu'on demande en France, c'est être comme tous les Européens, être sur la même longueur d'onde. Bien sûr. Et on a vu que les agriculteurs européens, que ce soit d'Allemagne, Italie ou France, ont tout bloqué parce que ils en ont marre. Bien sûr. Bien sûr. Les normes européennes, hein, Jean-Noël, les normes européennes ne sont pas faites de façon équitable, on va dire. Parce que quand on parle de normes européennes, c'est-à-dire que tous les pays qui font partie de l'Union européenne sont placés à la même enseigne. Et quand on parle d'un pays qui est comme la Roumanie, la Roumanie peut-être, ou la Serbie, la Slovénie, où on a une façon de vivre qui est complètement différente que la France, bien entendu, mais au-delà de tout ça, on a quand même aussi ce pouvoir d'achat qui est complètement différent. Est-ce qu'un Roumain, quand il vient avec son pouvoir d'achat en France, peut vivre exactement comme l'Europe le veut? L'Europe voudrait qu'avec ce problème de libre-échange, on va dire libre-échange libre des frontières aussi, parce qu'il n'y a plus de libre circulation des personnes, il n'y a plus de passeport là à passer. Il y a un passeport européen. Avec son passeport européen, on peut passer partout. Mais est-ce qu'avec le pouvoir d'achat qu'on a lorsqu'on est en Roumanie, on va arriver en France et puis on va vivre comment? Chacun doit rester dans son pays. Mais le problème, c'est que quand on est roumain et qu'on en produit quelque chose là-bas, on produit des escargots qu'on vend en France. Mais le prix qui est produit là-bas est 10 fois moins cher que ce qu'on produit en France. Et ça, l'Europe trouve ça normal. C'est lié avec le niveau de vie en France. En France, on a mis en place des aides. Beaucoup de social, des fois, trop de social tue le social. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, en France, on veut vivre sainement, il faut travailler, une entreprise qui a des cotisations, des charges patronales, des charges salariales, des impôts sur revenus. Tout ça là, c'est un coût pour l'entreprise et même pour le particulier. Au jour d'aujourd'hui, si on veut avoir un meilleur d'achat, il faut absolument qu'en France, on s'aligne sur les autres pays qui sont plus pauvres, ou c'est eux qui s'alignent sur nous. Sinon, ça, c'est pas vivable. C'est utopique. Voilà, ça va pas utopique. C'est pas possible. Ça va pas être une harmonie en cette Europe-là. Donc, il faudra à un moment donné se dire, est-ce qu'on fait un aliment ou bien, tout simplement, on décide de réduire les dépenses pour s'aligner? Moi, je pense que c'est les pays riches qui doivent réduire ces dépenses pour qu'on puisse descendre le prix de revient et s'aligner, avoir une main-d'œuvre française qui est compétitive de ces pays pauvres. Nous prenons l'exemple, par exemple, une entreprise qui veut démarrer va payer à peu près un salarié du SMIC, charge patronale, avec code-part, impôt sur revenu, à peu près 3 500, 4 000 euros. Un employé en France nous coûte en moyenne 40 euros l'heure. Ouais, mais c'est 3 500, 4 000 euros. Voilà. La même chose dans un pays de l'Est, en Europe, coûte 5 euros ou 6 euros, ou voire même maximum 10 euros. Comment, dans un même bassin européen, on peut faire concurrence à nos amis d'à côté? C'est quasiment impossible. Mais nous, on peut mettre en place une dynamique économique. Ça veut dire quoi? C'est que, vous savez, on est la deuxième puissance européenne après l'Allemagne. L'Allemagne a 500 milliards de pouvoir d'achat, de chiffre d'affaires, de frais de fonctionnement. La France, à peu près pareil. Nous, on a en France environ 87 milliards de frais de fonctionnement. L'Allemagne, la moitié. C'est là où le bas blesse. On a trop de dépenses. Si on veut être compétitif, il faut absolument, pour moi, réduire ces dépenses gouvernementales qui incombent à l'État français. Et non pas c'est l'État français qui dépense. C'est les gouvernements successifs qui, chaque fois, remettent une loi, innovent en disant voilà, une nouvelle taxe. Mais chaque fois, les dépenses, les frais de fonctionnement. Vous savez un exemple? On a 577 députés en France. Ouais. L'Allemagne, la moitié. Donc, on a trop d'élus, trop de frais de... Les députés, c'est en fonction du nombre d'habitants. Ah bah oui, mais d'accord. L'Allemagne a un petit peu moins d'habitants que nous, donc c'est normal qu'ils ont moins de députés. Oui, mais alors, un député français coûte 5 200 euros de salaire, plus allemand plutôt, 3 500 euros de frais de frais de déplacement, de frais en tout genre. Le français, il touche plus de 20 000 euros. Mais ça, l'Europe n'entre pas là-dedans. Ah oui, l'Europe a décidé de ne pas entrer dans le fonctionnement propre de chaque pays de l'Union européenne. C'est à nous, députés européens,
faire la transaction et dire voilà, on est aussi député européen, mais on est aussi député français, on est député plus. On peut se dire en France, si on veut s'aligner, faire une Europe harmonieuse, rédigeons nos dépenses à travers les frais de fonctionnement, à travers les dépenses excessives de déplacement, à travers les constructions. Mais, juste entre nous, c'est pas ça qui va changer la France, c'est du pipi de chat, ça, c'est que des petits montants. C'est pas grave, c'est juste pour mettre en place une réforme, pour montrer dans la tête des gens qu'on fait des économies, mais les vraies économies, ils sont pas là. Ils sont pas dans le salaire de 577. Forcément. C'est pas vrai. C'est peut-être dans les grandes entreprises qui font énormément de bénéfices. Non. Les dépenses des frais de fonctionnement de l'État français se trouvent au sein des administrations. Je suis désolé. Donc, il faut regarder toutes les différences budgétaires, tous les différents postes budgétaires qu'il y a en France. C'est là-dedans qu'il faut faire des réductions. C'est vrai qu'il y a des postes qui sont légitimes. La santé, l'éducation. Mais à un moment donné, quand on n'est pas en guerre, où vont les bombes? Elles dorment. Mais si elles dorment, revendez-la ou faites quelque chose avec. On revend quoi? La Russie ou bien l'Ukraine? Écoute, des pays qu'on est en paix. S'ils veulent stocker, nous, pourquoi nous fabriquons autant d'armes? Donc c'est pour ça qu'il est important de faire une armée européenne comme ça. Tous les pays se rassemblent pour cotiser à une armée européenne pour pouvoir se défendre. Mais à côté de ça, tous les autres frais, l'agriculture, ceci-là, l'armée, je disais, mais en France, on a quand même 45 ministères et c'est là-dedans qu'il faudra éponger 10 millions de frais de fonctionnement. Et là, on peut arriver à une centaine de milliards facile. Il faut se réunir autour d'une table et puis vérifier les priorités, la santé, l'alimentation. Après, le sport, oui, mais on peut gratter à droite à gauche et c'est là-dedans. 500 milliards. Mais juste entre nous, il n'y a personne qui nous écoute. Il faudra quand même un président qui a un peu de couilles quand même. Ouais, moi je pense que le RN... Non, mais je plaisante là, mais bon, il y a des gens qui nous regardent, mais nous aussi, nous le pensons. On est direct, mais il faut quand même vraiment un président qui quand même n'a pas peur de se cracher dessus quand même. Mais là, parce que là, aujourd'hui, tout le monde qui est passé au niveau politique, il faut de la politique politicienne. On est d'accord. On est d'accord, voilà. Il faudra réformer vraiment en profondeur au fonctionnement. Moi, il y a longtemps que je crois plus au Père Noël. Moi, tu crois au Père Noël, toi, Jean-Noël? Je m'appelle Noël. Bah oui, mais tu crois au Père Noël? Si la volonté vient de moi, il faut être pragmatique. Si on le dit, on fait un accord, on signe. Et si on n'est pas respecté, ce qu'on fait, on est mis à la porte. Et prochaines élections, toute la population française ne va plus voter pour toi. Donc tu fais one shot, alors ça te fera un seul mandat et puis c'est fini. Non, un seul mandat. Mais tu sais, alors que le vœu de chaque président, c'est de faire 2 mandats. Oui. Mais aujourd'hui... Pas 3 parce que ça a été dit par la Constitution. Par la Constitution. On a la chance d'être vraiment d'un pays démocratique libéral. On appelle ça la présidence réduite, c'est-à-dire le peuple qui doit gouverner. Les députés sont là pour faire un petit peu la politique de l'État. Et malheureusement, les gens ils sont tellement déçus, mais ils ne votent plus, ils ne croient plus. C'est là il faut rassembler les abstentionnistes à travers les législatives et que un programme se fait par des lois, par des décrets. C'est le moment de proposer des nouvelles réformes. Mais chaque gouvernement qui arrive refait ces lois-là. Sauf si on l'inscrit dans la Constitution. Là, il est figé dans le marbre. Mais sinon, regarde, toutes les lois qui ont été faites ont été défaites par les gouvernements successifs. Oui, mais parce que c'était pas bonne. Je prends un exemple. Si on veut c'était pas bonne. Il y en a qui étaient juste faits pour assouvir leurs besoins personnels quand même quelque part. Je prends un exemple. On va parler justement à la rigueur d'un amendement que toute la gauche surtout veut casser. C'est l'amendement Virapoulet. 73. Je suis désolé. Depuis 81, on a François Mitterrand qui est arrivé, qui a ouvert la porte à beaucoup de choses pour qu'on ait des choses sans forcément travailler. On a donné de l'argent, la France, elle a un problème, on le voit maintenant, mais c'est un problème qui date de 81. C'est-à-dire que, par exemple, aux autres pays, ils ont une politique dure, c'est-à-dire travailler, vous aurez. Nous, en France, on a une chance, si on peut dire ça comme ça, où on peut être aidé sans rien faire. Il faut remettre les gens qui ont la possibilité. Attention. Ne parle pas de ça plutôt. Il parle vraiment d'une loi qui est française et qui doit s'appliquer ici à La Réunion. Et donc, qui fait qu'on ne peut pas, nous, ici à La Réunion, créer nos propres lois. Tout à fait. Et pour l'amendement Virapoulet, inscrit dans la Constitution, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait passer quand même à une 6e République pour pouvoir la changer. Tout à fait. Et donc, quand je vous parle tout à l'heure de l'amendement Virapoulet, on voit beaucoup de personnalités de gauche qui nous disent il faut absolument le casser. Mais surtout pas. Actuellement, on a une chance d'être aidé.
Il faut le dire, on a une chance d'être aidé. Le jour où on va casser cet abonnement-là, ça va être la guerre civile à La Réunion. Parce que, comme dirait le groupe Où ça nous ça va, sac la point pour rentrer, il n'aura pas mangé. Bien sûr. Et il va être là le problème. On va finir cette émission-là, si tu veux bien, les autres deux, Jean-Noël et Waro, et Jean-Noël et Didier Waro, tous les deux. Deux Waro, on a là, j'ai la chance d'avoir deux Waro avec moi aujourd'hui. Vraiment, pour revenir à la fin de cette émission, au RN, le Rassemblement National, pour lequel vous êtes là, parce que le vote, c'est cette semaine, et cette semaine-là, il va falloir aller voter. Et on sait qu'aujourd'hui, mais il ne faut pas dormir sous laurier, on sait que le RN est porté en tête un peu partout en France, et aussi à La Réunion, aussi à Mayotte, mais il faut quand même que les gens aillent voter quand même. Alors, surtout pour le message pour les Réunionnais, il faut savoir qu'on a une future députée européenne qui est en 12e position sur la liste et qui sera, selon les sondages, largement élue. Une Réunionnaise. Une Réunionnaise, donc on aura la chance d'avoir une députée européenne. Et il ne faut surtout pas louper cette chance-là. C'est une personne qui est de proximité, qui est à l'écoute et qui va faire remonter nos problèmes. Donc il faut vraiment en profiter. Je crois qu'on doit être, si on regarde un petit peu toutes les listes, il y aura peut-être 2 députés européens français, sûrement 2 députés européens français. 2 députés RN. Non. Un RN et un de la France Insoumise. Ouais. Younous Omarjee, il est en 2e position, il devrait être élu. Ouais. Donc on en aura 2. Donc, il faut surtout pas. Oui, écoutez. Au niveau les sondages actuellement ne donnent pas. Ils sont à 5-6, mais bon. Parce qu'il faut maximum 5%. Dans les, il faut maximum 5% pour avoir 5 députés dans un premier temps. Mais nous, en tout cas, au RN, à La Réunion, ça va être la première fois qu'on va avoir un député européen. Donc, de nationalité française et qui est à La Réunion. Donc, il faut vraiment se battre, il faut aller voter. Il ne faut pas se dire que non, les sondages nous donnent gagnant. Non, il ne faut pas baisser les bras. Il faut voter en masse pour la liste portée par Jordan Bardella. Et il faut se dire que c'est sur un tour. Donc, il n'y a pas 2 tours, c'est un tour. Donc, il faut y aller. On dit un one shot. One shot, voilà. Donc, le dimanche 9 juin, il faut y aller. Voilà, il faut y aller, il faut se déplacer, même si on sait que les Réunionnais, des fois, ne croient plus trop en l'Europe et qu'on dit toujours qu'il faut croire à l'Europe pour pouvoir avancer, pour pouvoir être solidaire et pouvoir se dire qu'on se sent en sécurité quand même. Parce que l'Europe, c'est cette sécurité. Même si on dépense sans compter dans l'Europe. Nous, la France, on dépense sans compter. C'est-à-dire, on dépense énormément d'argent et on reçoit que la moitié en FEDER ou en notre subvention de l'Europe, etc. Mais c'est pas grave. On donne plus que l'on reçoit. C'est pas grave. Mais pourquoi également ? Parce qu'on a des dossiers à faire, on ne les fait pas. Ouais. On ne mobilise pas les fonds également qui sont pour nous. Il est vraiment là le problème. Il faut qu'on mette nos politiques au travail et nos politiques, c'est leur devoir de faire ça. Donc à chaque fois qu'on peut aller récupérer de l'argent, je dis toujours, pendant une élection, chacun son étiquette, mais quand on est élu, on doit tous travailler main dans la main pour que c'est le citoyen qui gagne. Parce que le citoyen, là, une fois qu'il a voté, là, il est pareil pour tout le monde. Il n'a pas de couleur spéciale. Quand on est élu, on doit être élu pour tout le monde. Donc il faut bosser. Sans compter que les ultramarins sont les chouchous de l'Europe. Il faut savoir qu'il y a 7 pays ultramarins dans l'Europe. Et nous, en France, on en a 5 seulement. On a 5 à nous, tout seul. Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Réunion et puis Saint-Pierre et Miquelon. Donc, sur les groupes, on en a 5. Donc c'est vrai. On en a 5 sur les 7. Ce qui veut dire qu'on a énormément d'argent qui arrive pour les pays ultramarins. L'Europe adore les ultramarins. Et donc, peut-être qu'il faudrait qu'on prenne conscience que l'Europe est importante pour nous, qui sommes des ultramarins, qui sommes des pays d'outre-mer, et qu'il faut aller vraiment voter ce 10 juin-là. Comme le 9 juin, pardon. Pourquoi je dis 10 juin, moi 9 juin. Oui. Un petit message Jean-Noël. Oui. Alors, ce que je peux dire aux électeurs, c'est franchement, je dirais, ne votez pas pour un parti politique. Non. Ne votez pas aussi pour un homme parce que vous le connaissez, il habite près de chez vous, mais votez pour un programme dynamique dans l'intérêt général des citoyens français. Et comme ça, là, on sera gagnant. Et je peux vous assurer que nous, au RN, partez sur notre site réunionnais. On a un programme dynamique d'emploi solidaire pour un maximum. Nous, on souhaite que tous les gens se mettent au travail. On arrivera à mettre tous les Réunionnais, tous les RSA au travail. Ça fait partie de notre compétence, donner du travail aux Réunionnais. Mais bon. Merci en tout cas. Mettre les Réunionnais au travail et le RSA au travail. Bonne chance. Bonne chance. En tout cas, nous espérons que nos élus pourront le faire un jour ou l'autre. Ça, c'est le souhait le plus grand que nous peut faire. Merci beaucoup, Didier Waro. Je vous remercie.
Merci Jean-Noël Boireau. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci à Richard qui était avec nous à la technique tout le long de cet après-midi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, après ces élections-là, bien sûr, pour en reparler, pour le débriefing qu'on aura la semaine prochaine. Allez, nous, on se retrouve. Allez, à bientôt. Allez, merci.